Bonjour, vous êtes en compagnie de Daniel pour l'émission Fenêtre sur soi. Aujourd'hui, pour m'accompagner tout au long de cette émission, je reçois Amaya Martré. Bonjour Amaya. Bonjour Daniel. Alors Amaya, tu es thérapeute, tu es praticienne en Reiki, en soins énergétiques holistiques et tu es également auteure. Aujourd'hui, tu nous viens pour nous parler d'un sujet qui est très important pour toi, comme pour beaucoup de monde bien sûr, mais c'est un sujet que tu as expérimenté et que tu travailles également en accompagnement, c'est la maltraitance. Alors déjà, aborder le sujet de la maltraitance peut paraître un petit peu lourd. L'idée, c'est aussi de pouvoir l'aborder avec la réflexion que tu as dans ta manière d'approcher les choses. Qu'est-ce que c'est pour toi la maltraitance et comment c'est venu à toi finalement cette démarche de le mettre en priorité ou en démarche principale, on va dire? Alors déjà, mon expérience sur la maltraitance vient du fait que j'ai fait un long voyage intérieur que j'appelle un voyage chamanique qui m'a amené à visiter l'inconscient et donc à comprendre la maltraitance de l'intérieur. Donc c'est à partir de ce voyage intérieur que je vais parler de la maltraitance. Pour définir la maltraitance, évidemment, il y a beaucoup de degrés. Ça peut partir de la négligence, de l'indifférence, ensuite de la violence verbale, comportementale, émotionnelle, psychologique et évidemment physique ou sexuelle. Voilà, il y a beaucoup de degrés dans la maltraitance et malheureusement elle peut prendre beaucoup de formes, mais nous reviendrons un peu là-dessus tout à l'heure. Oui, c'est vrai que quand on parle maltraitance, on va avoir déjà la première image, la maltraitance physique, mais comme tu le dis, le panel est très large. Et qu'est-ce qui peut provoquer ces différentes maltraitances en fait? Qu'est-ce qui peut les amorcer, dans la démarche, tu parlais de négligence, tu parles de violence, il y a l'action, il y a les conséquences. Alors, je vais commencer peut-être par le début, c'est-à-dire qu'en fait, les conséquences de la maltraitance, elles vont être vraiment très imprégnantes, très fortes quand la maltraitance se passe entre 0 et 7 ans. Là, c'est au moment où on se construit, où les différents corps physiques, énergétiques se construisent. Et donc, c'est sûr que quand il y a une maltraitance à ce moment-là, ça va laisser une empreinte presque indélébile. Alors, elle ne l'est pas parce qu'on va voir que, pour moi, la maltraitance, on peut la guérir. Mais avant de la guérir, on va les rencontrer, tous les pièges qui se cachent derrière cette maltraitance. La maltraitance, ça engendre de la souffrance. Et cette souffrance, dans l'enfance, en fait, elle va être vécue comme si c'était la faute de l'enfant. L'enfant, il va toujours croire que c'est à cause de lui, que c'est parce qu'il est mauvais, que parce qu'il n'est pas convenable, et c'est pour ça qu'il subit de la maltraitance. Ça, c'est très important à comprendre. Il va subir tout ça et comme un enfant il vit dans le présent, ça va être aussi refoulé dans l'inconscient. Et c'est dans l'inconscient que tout va se passer et que là, en fait, toute cette souffrance qui va être accumulée dans l'inconscient va être soumise à ce que j'appelle des programmes de SAP. Alors, il faut que je réexplique ce que ce sont ces programmes de SAP. Ces programmes, je les ai découverts justement dans ce voyage chamanique intérieur. Et je me suis rendu compte que quand on subissait de la maltraitance ou des souffrances, en tout cas, c'est la personne maltraitée qui va avoir des sentiments de honte, d'humiliation, de se sentir peu important, une mauvaise personne. Et c'est pas le bourreau, mais c'est l'enfant qui est maltraité. Voilà, ça va entraîner aussi donc une mauvaise image de soi, un dénigrement, et ça va vraiment impacter très fort l'enfant. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que à l'âge adulte, le fait de se sentir comme ça va aussi évidemment entraîner des addictions, de l'autosabotage. C'est-à-dire cette maltraitance, c'est toujours la double peine. C'est-à-dire que déjà, on subit une violence et en même temps, après cette violence, elle va s'inscrire dans des traumatismes qui vont perdurer, puisque le propre d'un traumatisme, justement, c'est de perdurer.
Et cette violence, après, elle va se retourner contre l'enfant qui, devenu adulte, va être dans un comportement d'auto-sabotage. Alors, plus ou moins inconscient, évidemment. C'est jamais, je me dis pas, je suis en train de m'auto-saboter. Non, ça se fait tout seul par des comportements qui peuvent être addictifs, par exemple, mais que ça soit une addiction, il y a diverses addictions, hein, il y a pas que la drogue, l'alcool, évidemment, ça en fait partie. Mais il y a aussi se plonger dans le travail, il y a aussi être dans tous les excès, que ce soit un excès de nourriture, de sport, d'occupation, pour surtout ne pas ressentir, ne pas penser, tout ça. Ça, c'est très important, c'est-à-dire que par rapport à cette souffrance qui est engendrée, il va toujours y avoir une fuite qui va être la réponse à cette souffrance, ça va être malheureusement la fuite. Et on va voir que cette réponse, c'est pas forcément la bonne. Et il y a une autre conséquence aussi à cette maltraitance, c'est une résistance. Alors, j'invite les personnes à regarder à l'intérieur d'elles et se rendre compte que à l'endroit où je souffre, l'endroit où nous souffrons, il y a une espèce de petite voix à l'intérieur de nous qui dit non, je ne veux pas souffrir. Non, il y a vraiment une résistance très très forte pour ne pas ressentir cette souffrance. Comme si, moi je me rappelle aussi, c'est comme c'est un orgueil qui dit tu peux me faire mal, mais moi j'ai même pas mal, quoi. Voilà, c'est ça. Et en fait, ça qui peut sembler nous rendre forts, ben ça nous fragilise énormément, parce que les conséquences de cette résistance, c'est que justement, on va se couper. Alors déjà, cette résistance, en fait, elle entraîne une fermeture. Alors, elle entraîne une fermeture d'abord à soi-même, ensuite aux autres, mais aussi, évidemment, à notre âme, à notre être véritable et à notre partie spirituelle, puisque moi, je suis aussi dans cette quête de l'incarnation de l'âme, quoi. Et il n'y a rien de... Qu'est-ce qui empêche l'âme de s'incarner? C'est malheureusement les souffrances qui ne sont pas libérées, parce que ça prend toute la place. Et il y a une énergie très, 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 très forte qui se met à cet endroit-là. Et cette résistance, elle est accompagnée, alors je le dis aussi parce que je l'ai vue et que je l'ai visitée, elle est accompagnée par des formes pensées qui sont toujours négatives, qui vont nous dire je suis nulle, ça sert à rien, je suis rien du tout, voilà, il y a ça. Et il y a aussi des entités qui vont aller renforcer toute cette fermeture, et ces entités, elles vont aussi pousser justement à la consommation, par exemple, de drogue. Quand il y a des drogues, il y a toujours des entités qui viennent là. Alors on peut l'assimiler des fois à la petite voix qui dit allez, tu peux boire un dernier verre, ou tu peux fumer un petit pétard, ou tu peux te faire, etc. Mais en fin de compte, tout ça, pour moi, ce sont des pièges qui sont là pour vraiment nous enfermer dans cette souffrance. Et la meilleure façon d'enfermer dans la souffrance, c'est d'empêcher d'y avoir accès, en fait. D'où ces programmes, en fait, voilà, comme tu le décris. Voilà, c'est-à-dire que les programmes, ils sont installés, et quand je parle de programmes, ça veut dire que ce sont les mêmes pour chacun de nous. C'est ça que j'ai découvert dans ce voyage intérieur, c'est que toutes les personnes réagissent de la même façon à cette souffrance ou à cette maltraitance. Tout le temps, c'est comme ça. C'est là où c'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a ce côté un peu systématique dans la réaction, comme tu décris. Après, chacun va utiliser l'outil qui va être dans la dépendance ou dans l'addiction qui va lui correspondre à son tempérament. Mais dans ce que je comprends, chacun finalement va réagir avec un principe d'exemple d'addiction suite à une maltraitance, quelle que soit l'addiction, on le précise. C'est pas que la définition de l'alcool, c'est pas que la définition de la drogue, voilà, c'est quelle que soit l'addiction, il y a un côté réactionnel qui est là le résultat de cette résistance, de ce blocage. C'est ça ? C'est ça. Après aussi, c'est devenu culturel, évidemment. C'est-à-dire que culturellement, c'est pas correct de parler de ces souffrances. Culturellement, on doit paraître aller bien aux yeux des autres. Voilà, donc il y a aussi cet aspect-là qui ne fait finalement que renforcer tout ça. Parce qu'aujourd'hui, on nous fait parler, depuis quelques décennies maintenant, on parle beaucoup des émotions, etc. Dans toutes les thérapies, c'est toujours le principe émotionnel qui est mis en avant, mais finalement, on n'en parle pas.
finalement, ça reste assez restrictif dans la communication et dans la transmission. Donc, il y a aussi ça. On définit dans le côté sociétal une approche à la communication de l'émotion, donc à la transparence du traumatisme, de la maltraitance. Et en même temps, finalement, il y a la bienséance, il y a le côté socialement correct ou politiquement correct qui nous empêche d'être réellement nous-mêmes. En tout cas, moi, ce que je peux répondre à ça, par mon expérience et par les personnes que je reçois, c'est qu'il y a peu de personnes qui ont le courage d'aller jusqu'au fond de ça. C'est-à-dire que ces programmes sont tellement forts que vraiment, il faut être conscient, pour moi, je pense, que ces programmes existent pour aller au-delà. Parce que sinon, dans ce que tu parles des thérapies, souvent, peut-être qu'on va aller juste en superficialité pour aller nettoyer les émotions un peu de surface, parce qu'évidemment, la souffrance, à un moment, elle va transpirer, j'ai envie de dire. Mais si juste on fait qu'enlever la transpiration de la souffrance en traitant les émotions comme ça qui viennent, parce qu'il est bien évident que nous avons aussi des programmes qui nous font toujours aller vers ce qui nous semble qui nous apporte le plus de plaisir, et de plaisir immédiat. Alors que la maltraitance, il faut obligatoirement passer par un endroit où on va aller accepter la souffrance que ça a engendré. Et ça, c'est vraiment pour moi une porte très importante à franchir. Et à partir du moment où on franchit cette porte, c'est pas... La résistance, elle est peut-être même plus douloureuse que le fait de franchir cette porte. Mais je pense que franchir cette porte, ça fait peur à la plupart des gens, parce que justement, il y a tout ce mécanisme autour qui va empêcher d'aller au cœur, comme si c'était un aimant qui repousse en fait, et qui va nous empêcher, chacun de nous, je suis en train de... Ça le fait pour moi, ça le fait pour chacun de nous. Et même moi, en sachant ce que je sais, parfois il y a des souffrances, je dois vraiment passer par ma conscience pour dire, mais attends, regarde, tu es en train de te faire avoir par un programme qui t'empêche d'y aller, donc vas-y, aie le courage d'y aller, va au fond de tes tripes là, et puis... Voilà, va reconnaître. Et c'est vrai que c'est très très long, parce que il y a aussi, il faut parler de la colère, c'est-à-dire que par rapport à une souffrance subie, une maltraitance, on va évidemment réagir avec cette résistance. Cette résistance, elle produit énormément de colère. Et la colère, on le sait, est liée à l'impuissance, mais c'est aussi le refus. Ce que j'ai dit tout à l'heure qui est très important, c'est je refuse que l'autre ait le pouvoir de me faire du mal. Et ça, c'est une espèce de... Bon, je mets le mot orgueil sans jugement, évidemment, mais c'est vraiment un piège, parce qu'à un moment, la porte, elle va exiger de dire, bon, c'est vrai, je reconnais que cette maltraitance m'a énormément fait souffrir. Et cette souffrance-là, je suis OK pour aller l'accueillir, la regarder, et c'est la seule façon de la libérer. Et à ce moment-là, effectivement, on peut aller voir un thérapeute qui va aider, comme je dis, à accoucher de cette maltraitance, à accoucher de cette souffrance. Et l'accouchement, parfois, il est un peu douloureux, mais il va être douloureux. Plus on résiste, plus il est douloureux, en fait. Et plus je suis dans l'acceptation que je souffre, plus je suis dans la vulnérabilité, et plus ça se fait naturellement. Voilà, plus ça va sortir. Et plus on a compris ce processus, mais plus c'est facile, et plus on se libère au fur et à mesure de tout ça, de toutes ces maltraitances répétées que nous avons, malgré tout un chacun reçues. Est-il possible que certaines personnes soient dans le déni total, donc pour reprendre un petit peu l'exemple que tu viens de donner, dans le déni total de leur souffrance personnelle, en disant oui, mais pour moi il n'y a pas de souci, pour moi ça va, etc. Mais sans convaincre finalement sur une durée, et puis à un moment donné puissent tomber dans des mécanismes ou des addictions, comme on parlait tout à l'heure, quelles qu'elles soient, sans s'en rendre compte, et en étant dans la négation, dans le déni total, de dire non mais moi il n'y a pas de souci, je ne souffre pas. Comment ça se passe là ? Moi, je pense que la majorité des personnes qui sont dans ce cas-là, voilà, la majorité, en tout cas, c'est vrai qu'on parle de tout ça depuis peu de temps, on va dire peut-être à peine un siècle, on parle des conséquences de la souffrance et de la maltraitance, pardon, on parle de la souffrance sans honte. Parce que jusqu'à présent, c'est honteux de dire je souffre, c'est honteux. D'ailleurs, c'est vécu comme ça aussi. Il faut savoir que
Un enfant maltraité, il va tout faire pour le cacher parce qu'il ressent de la honte et de l'humiliation d'être maltraité. Ça, c'est très important aussi. Donc, cet enfant, il va tout faire pour être comme tout le monde, pour que personne ne le voie, ne le soupçonne, même s'il vit des atrocités chez lui, quoi. Bon, peut-être que de nos jours, un peu plus, il y a peut-être quelques espaces pour s'exprimer, et heureusement, et pour sauver quelques enfants, heureusement. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de silence qui entoure cette maltraitance, qu'elle soit à tous les degrés qu'elle puisse être. Évidemment, il y a des maltraitances qui sont intolérables dans ce monde, et je préfère parler au niveau individuel de ce que chacun, nous pouvons ressentir, pour que justement, peut-être chacun puisse faire un pas dans le sens de cette libération de cette souffrance, parce qu'en fait, la maltraitance, elle est aussi due à des souffrances, justement, comme tu disais, de personnes qui sont dans le déni. Encore une fois, je juge personne, mais justement, quand on est dans le déni, ben forcément, la souffrance, elle va ressortir à un moment donné de façon comme un diable qui sort de sa boîte, quoi. C'est-à-dire, la personne, elle va avoir on va lui faire une réflexion, et puis tout d'un coup, voilà, elle va se mettre à se mettre en colère, et elle va dire des mots qui dépassent sa pensée, etc. Donc, dans ce que j'entends, la maltraitance engendre la maltraitance. C'est-à-dire quelqu'un qui aura été maltraité dans son comportement et dans sa programmation va systématiquement, ou s'il n'a pas pris conscience de tout ça, a la possibilité de retransmettre cette maltraitance aux personnes qui l'entourent, à sa descendance, etc. Une personne qui a subi de la maltraitance, mettons, je sais pas moi, qui a été frappée dans son enfance, la plupart, 95% des personnes vont faire en sorte de ne pas frapper leurs enfants. Une personne qui a manqué d'amour va faire en sorte de donner le plus d'amour possible à ses enfants. Voilà, c'est pas dans ce sens-là que la maltraitance se transmet, parce que là, elle est consciente, en fait. Si je suis conscient que j'ai été maltraitée, je vais faire en sorte, par rapport aux gens que j'aime, de ne pas leur faire subir ce que moi-même j'ai subi. On va dire, généralement, c'est comme ça. Donc, il faut faire attention aussi à ce discours que j'ai déjà entendu, genre, les enfants battus vont battre leurs enfants. Ça peut arriver, effectivement. Et plus il y a du déni, comme tu dis, plus il y a cette fermeture, plus il y a de la résistance, plus à un moment, les programmes et les charges émotionnelles vont être tellement fortes qu'effectivement, ça va faire des reproductions. D'où l'importance, justement, de ce qu'on dit aujourd'hui, et d'où l'importance pour chacun d'aller avoir assez d'amour pour soi-même, pour aller regarder tout ça, accueillir toute cette souffrance. Et ça, c'est très important, parce qu'à partir du moment où on n'accueille pas, c'est obligé qu'à un moment, on va aller le jeter sur l'autre, on va aller le cracher sur l'autre, cette souffrance. C'est obligatoire. Parce que à un moment, on va être, on va être soit stressé, soit agressé, soit... Voilà, la vie, on vit pas au pays des bisounours. Et donc, à un moment, si on reçoit une agression, toutes les agressions qu'on a déjà reçues, toute la maltraitance, ça va remonter. Et puis, on le sait, ça peut faire des choses très graves, quoi, aller jusqu'à des violences extrêmes, hein, voire jusqu'au meurtre. Hein. Voilà. En tout cas, c'est le même processus. Même si je préfère aujourd'hui qu'on parle au niveau un petit peu de tout le monde, il faut savoir qu'une maltraitance, même si elle est moindre, elle a le même mécanisme qu'une grosse maltraitance. Tu parles de moindre, je dirais que l'idée n'est pas d'établir un équilibre entre les maltraitances. C'est important d'observer que chaque maltraitance est là, n'est pas forcément, il n'y a pas une moindre, il n'y a pas une plus. Si, quand même, je veux dire, entre maltraiter quelqu'un parce qu'on ne le calcule pas trop, et puis le rouer de coups aussi, il y a quand même des différences entre les maltraitances, c'est évident. Après, c'est la violence. Voilà. Ça dépasse le stade de la maltraitance, là c'est vraiment de la violence physique. Mais la violence, qu'elle soit physique ou psychologique, c'est aussi de la violence. Donc il y a des maltraitances plus ou moins grandes. Voilà. Et justement, on va peut-être aller plus dans ce sujet-là aussi. Quels sont, dans tout ce que tu as, toi, observé, les différents degrés de maltraitance ? Comment ça se présente ? Comment les maltraitances, on va rester peut-être dans le cadre personnel, familial, intime, je ne sais pas, pour commencer. Quels peuvent être les différents degrés de ce que l'on va appeler aujourd'hui de la maltraitance ? Déjà, la maltraitance, pour moi, nous baignons dedans. Nous nous maltraitons nous-mêmes, nous nous maltraitons les uns les autres. Ça, déjà, il faut prendre conscience de ça.
Et à partir du moment justement où par exemple, on peut prendre l'exemple d'un enfant, voilà, je suis maman, j'ai mon enfant qui va me dire, qui va avoir envie de me parler, et moi je vais être occupée, donc enfin envie ou besoin de me parler, de me dire quelque chose qui lui tient à cœur, même si c'est un petit enfant. Et moi, je vais pas avoir le temps. Je lui dis, bon, allez, va jouer, nana. Ça, c'est une forme de maltraitance qui a l'air de rien, mais qui, de toute façon, commence à créer des blessures pour un enfant. Le fait d'être stressé, ou après de se mettre en colère pour rien ou pour n'importe quoi, parce que quelque chose est mal rangé. Voilà, c'est-à-dire que la maltraitance, ce qu'il faut comprendre, c'est que on en a tous subi, mais on en fait tous subir aux autres. Surtout si on n'est pas dans la conscience. Parce que tous ces processus que j'ai regardés de l'intérieur, ça se passe dans l'inconscient, en fait, tout ce dont je parle. Donc, et en plus de ça, il y a ce programme d'amnésie, donc je voudrais reparler, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un programme assez étrange, c'est que chaque fois qu'une personne se comporte mal avec une autre personne, piouf, elle oublie. Et ça, nous le faisons tous. C'est-à-dire, si moi, je vais m'énerver après ma fille et que je vais lui dire des mots pas gentils, etc., je vais amenuiser ça, je ne vais même pas m'en rappeler, alors qu'elle, ça aura eu un impact très très fort sur elle. On fonctionne tous comme ça. Donc effectivement, la maltraitance, on est vecteur de maltraitance à partir du moment où on est en fermeture. Et on est en fermeture à partir du moment où on est dans une souffrance qui n'est pas accueillie, reconnue et libérée. Donc ça veut dire que nous sommes tous, à certains moments, dans des parts de nous, dans cette fermeture. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Parce que c'est toujours facile d'aller accuser l'autre, parce qu'il y a des maltraitances qui sont vraiment très grandes, très visibles, mais il peut y avoir aussi des familles où tout paraît tout beau, tout propre, tout parfait, et on le sait, il y a des témoignages où en fait c'est l'enfer à l'intérieur. Donc c'est de la maltraitance psychologique dans ces cas-là. Pas que, mais ça peut être aussi une façade de famille parfaite, qui est de la violence, même physique, une fois que les portes et les volets sont fermés. C'est connu. C'est connu que ça peut vraiment se passer, quoi, effectivement. Donc, moi, ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est que la maltraitance, tout le monde se sente concerné par ce sujet, que c'est pas un sujet qui stigmatise des personnes qui ont vécu des choses vraiment très très dures, parce que de toute façon en plus personne n'est à l'abri de vivre des choses difficiles, de se faire violenter physiquement, émotionnellement, psychologiquement. Malheureusement, on vit dans un monde quand même assez violent. On peut être violenté aussi par des lois, on peut être violenté par des façons d'être traité au niveau médical, on peut être violenté par beaucoup de choses, quoi. La maltraitance, elle est vraiment partout. Et quelque chose dont je voudrais parler, dont j'ai pas encore parlé, c'est qu'en fait, il y a une particularité aussi, c'est que quand on est dans une souffrance qui n'a pas été reconnue, c'est-à-dire qui a été subie et qui, hop, est partie se loger dans l'inconscient, en fait, toute cette souffrance, elle crée une force électromagnétique extrêmement puissante, et cette force électromagnétique, elle va aller attirer, en fait, des situations de maltraitance qui vont être dans la même onde vibratoire. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai eu une maltraitance au niveau du non-respect, si dans mon enfance, je n'ai pas été respectée, je n'ai pas été écoutée, si cette blessure, cette souffrance que ça a engendré n'est pas conscientisée, n'est pas évacuée, n'est pas guérie, et bien finalement, je vais aller toujours attirer des situations ou des personnes qui ne vont pas me respecter et qui vont être violents, en tout cas verbalement avec moi, voilà, par exemple. Donc après, quand on sait ça, moi, je me sers beaucoup de ça en thérapie, c'est-à-dire si une personne, elle arrive en me disant « oui, mon mari me respecte pas » ou « je tombe toujours au travail avec des gens qui me dénigrent, etc. » On ne peut pas travailler sur l'extérieur, mais par contre, on peut travailler sur l'intérieur. C'est-à-dire qu'en reconnaissant, chaque fois qu'il y a ça, c'est du 100%, 100%. Si je ne suis pas respectée, c'est parce que j'ai une blessure de non-respect qui n'est pas guérie. Et en guérissant cette blessure, petit à petit,
eh bien, je ne vais plus attirer des situations où je ne suis pas respectée. Voilà. Ça, c'est vraiment une clé énorme à comprendre. Donc, effectivement, avec cette maltraitance et cette souffrance, on est dans un mécanisme qui paraît un mécanisme infernal, mais il y a moyen de s'en sortir. Et donc, pour s'en sortir, c'est déjà de passer, comme je le répète encore une fois, cette porte où on arrête de résister et où on accepte d'être vulnérable et d'aller justement laisser cette souffrance s'exprimer. C'est très très difficile, voilà, ça paraît comme ça très facile à dire, mais c'est quelque chose qui doit se vivre, et quand on le vit, la résistance, c'est quelque chose de très fort. Pourquoi c'est très fort? C'est parce que la plupart des humains sont là-dedans. Il faut savoir qu'on est tous reliés les uns aux autres. Donc à partir du moment où il y a beaucoup d'humains qui sont dans la résistance est forte. Plus ça va basculer, parce que je pense que les choses elles sont quand même en train de basculer, plus on va comprendre tout ce processus, on va pouvoir justement désactiver ces programmes, parce que la seule façon de désactiver un programme, c'est d'en prendre conscience et de réagir autrement. Je m'explique. Par exemple, on a dit que quand on était agressé par une personne, on éprouvait de la honte. Si on prend conscience, ou si on peut aider des personnes, moi c'est vrai que c'est mon travail aussi, j'aide des personnes à prendre conscience de cette honte et à dire, tu vois, c'est pas à toi avoir honte, ou c'est pas à moi avoir honte, c'est à la personne qui a fait du mal à avoir honte. Donc là, il faut inverser les responsabilités et de retrouver son intégrité malgré le fait d'avoir été complètement mis par terre et assommé de violence ou de maltraitance, de relever la tête. C'est ça qui va permettre à ces programmes de ne plus fonctionner. Et plus il y aura de personnes qui vont faire cette démarche, et c'est ce qui se passe en ce moment quand même, hein, c'est quand même dans l'air du temps, même si je dois beaucoup en parler pour être entendue, mais je pense quand même qu'il y a des déclics qui se font, et à partir du moment où il y a un déclic qui se fait dans une personne, elle se fait dans d'autres personnes, parce qu'on est reliés les uns aux autres. Et ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que chaque fois qu'une personne accepte de faire cette démarche-là, c'est-à-dire d'aller dans sa propre vulnérabilité, elle fait plus que se libérer elle libère aussi l'humanité. Et moi, ça a été pour moi une grande motivation. Et c'est aussi une motivation que je donne aux personnes que je reçois en soins, de leur dire, voilà, tu peux relever la tête parce que c'est pas que pour toi que tu le fais. T'as pas besoin d'avoir honte, quoi. Et c'est pas que pour toi que tu le fais. C'est pour que l'humanité arrête d'être dans la soumission à la souffrance, arrête d'être dans la honte et l'humiliation quand on lui tape dessus. Ouais, dans tes propos, ça me fait penser aussi à toute cette démarche de harcèlement qu'il peut y avoir autour des jeunes enfants, des adolescents ou des jeunes adultes, ou même en entreprise. C'est cet harcèlement qui peut commencer par être un harcèlement psychologique, physique, verbal, violent, social. Et c'est vraiment pouvoir rappeler, et là on va peut-être mettre la parenthèse sur les plus jeunes, en leur rappelant, comme tu le dis si bien, ce n'est pas à eux d'avoir honte. Ce n'est pas celui qui subit qui doit avoir honte. C'est ça qui est important aussi à soulever et à rappeler encore et encore et encore et encore, jusqu'à ce que ça soit suffisamment intégré. C'est, pour reprendre tes mots aussi, hein, c'est pouvoir et que chacun puisse relever la tête et dire « je ne suis pas responsable ». Ce n'est pas moi qui ai généré ça, c'est l'autre qui a aussi cette agressivité. Et c'est pouvoir se dire « je n'ai pas à avoir honte ». Oui, c'est ça, il faut complètement inverser les polarités de ça, parce que ça, c'est tout à fait dans la perversion, quoi. C'est la perversion la plus grande, c'est-à-dire c'est de faire porter à la victime la responsabilité de ce qu'il subit, quoi. Ça, c'est la perversion absolue, quoi. Mais par contre, cette perversion absolue, elle est inscrite en chacun de nous, dans des programmes. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, ce que je dirais aussi à une personne qui subit, comme tu dis, du harcèlement, par exemple, je vais lui dire aussi, c'est normal que tu aies honte. C'est normal que tu te sentes humilié. Voilà. Déjà, ça commence comme ça. Après, en lui expliquant, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que pourquoi tu as honte et pourquoi tu te sens humilié, c'est parce qu'en fait, il y a des programmes à l'intérieur de l'humain qui font ça.
Mais maintenant, allez, on inverse les choses. Et maintenant, on va que la honte, elle change de camp, que l'humiliation, elle change de camp. Et que ceux qui se permettent comme ça de se sentir forts en piétinant les autres, ben justement, qu'ils aient assez honte et soient assez humiliés pour qu'eux aussi se recalent et qu'ils redeviennent des vrais êtres de lumière que nous devons être tout un chacun. On va peut-être rester un petit peu sur la marge des enfants parce que c'est une sensibilisation, c'est notre avenir à tous. L'idée, c'est de vraiment pouvoir véhiculer un maximum d'informations pour que ces maltraitances cessent à un moment donné, quelle que soit la dimension de la maltraitance. Et il y a aussi des maltraitances non visibles, les maltraitances psychologiques, où souvent un enfant peut être victime d'un parent, pas forcément des deux. Et dans ces cas-là, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'il y a aussi, on va prendre un exemple d'enfant de parents divorcés ou séparés. Comment ça se passe pour cet enfant s'il en a un des deux qui est maltraitant psychologiquement? Alors, est-ce que j'ai la réponse à cette question? C'est compliqué. C'est sûr que si cet enfant vient me voir en tant que thérapeute, je pourrais sûrement dire des choses parce que... Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux parents qui essaient de trouver des solutions? Alors, la première des choses, c'est que l'enfant retrouve sa propre intégrité. C'est que l'enfant comprenne que ça soit un enfant, mais c'est bon pour les adultes aussi, hein, c'est tout un chacun, quoi. C'est comprendre que ce que je suis, c'est très important et que personne n'a à détruire ce que je suis. Et que l'enfant, il a besoin aussi d'être révélé à lui-même, pas d'être ce qu'on lui demande d'être. C'est ça, la première maltraitance, elle est là pour moi. C'est un enfant, il doit être révélé à lui-même. Voilà. Et chaque parent qui ne va pas dans ce sens, consciemment ou inconsciemment, va engendrer une certaine maltraitance. Donc, à un enfant et à l'autre parent, c'est dire, voilà, quoi qu'il se passe dans ta vie, essaye de savoir qui tu es, qu'est-ce que tu as envie, quels sont tes désirs, qu'est-ce que tu penses, c'est quoi la vie pour toi, et vraiment de le pousser à être lui-même de plus en plus. Et c'est la plus grande des forces, parce qu'en fait, malheureusement, on ne vit pas dans un monde parfait, et je pense que dans chaque famille, il peut y avoir des personnes toxiques à des degrés plus ou moins grands, et que pour sortir de ça, c'est vraiment de faire cette démarche tout un chacun, c'est-à-dire de ne pas se plier au regard de l'autre, surtout si c'est un regard déformé et malveillant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, dans les rapports humains, il se joue comme ça beaucoup de... Et le problème, c'est que ça se joue inconsciemment. C'est ça. C'est que quand tu parles d'un parent maltraitant, il n'est pas forcément conscient qu'il est maltraitant. Il est peut-être persuadé même qu'il fait pour le mieux. Donc c'est ça qui est difficile. Donc il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de remède miracle à ça. Hein. La réponse, tu l'as donnée. C'est inciter l'enfant ou la personne à être qui il est, elle est. Oui, c'est ça. C'est ça la réponse. C'est ça. Voilà, parce que par rapport à tout ça, moi j'invite chaque auditeur vraiment à faire ce voyage intérieur pour ressentir aussi. Alors, c'est pas une histoire de se poser en victime, en accusant mon père, ma mère, mon frère et mes sœurs, c'est pas ça du tout. C'est juste de regarder à l'intérieur de soi qu'est-ce que c'est que j'ai pu vivre qui a été maltraitant pour moi. Ça peut être à l'école, ça peut être partout, quoi. Mais surtout, le plus important, c'est d'arriver à extirper cette souffrance et pas se comparer à l'autre en disant « Ah, mais oui, mais l'autre, il souffre plus, donc moi, c'est rien, ce que j'ai. » Non. Il y a souvent cette minimisation, oui. Cette comparaison à l'autre. Oui, mais l'autre souffre plus. Ou même, on peut l'entendre, c'est souvent dans les éducations aussi. Ne pas se plaindre parce qu'il y en a qui ont moins, en fait. Voilà. C'est exactement ça. Alors que justement, moi je vais dire l'inverse, c'est-à-dire qu'une personne qui a une souffrance peut-être moins importante, si elle fait ce travail-là, enfin j'aime pas trop le mot travail, mais si elle fait... Le travail, dans ce cas, ça consiste à avoir ce courage de passer la porte. Voilà, c'est ça le travail. Après, c'est qu'une histoire d'amour avec soi-même. Mais donc,
Si une personne, enfin chaque fois qu'une personne qui a subi une maltraitance qui est, on va dire, gérable, mais qui va faire ce chemin intérieur pour aller libérer la souffrance, il faut qu'elle sache qu'elle fait aussi le chemin pour les autres, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc, c'est pas en disant l'autre il souffre plus que moi, c'est en disant j'assume ma propre souffrance, je fais ce qu'il faut pour ma propre souffrance, qu'on va ouvrir le chemin pour qu'au fur et à mesure, si tout le monde fait ça, ça va ouvrir aussi le chemin pour les souffrances les plus grandes et ça va alléger, parce que ça allège le collectif. Et ça, vraiment, c'est une information très importante que j'ai eue. Par rapport à ça, c'est cette histoire que ça allège le collectif, parce que ce qu'on appelle l'inconscient collectif, c'est pas moi, c'est Jung qui avait donné ce concept. Effectivement, on est tous reliés, et si je mets un petit peu de rayon de lumière, un petit peu de doré, même si c'est juste ma partie de colibri là-dedans, ça a de l'importance. Et plus il y a de personnes qui le font, plus ça a de l'importance. Même si c'est pour une souffrance qui peut vous paraître pas importante aux yeux des autres, à l'intérieur, c'est toujours important. Voilà ce que j'insiste à dire. Et que j'espère que je serai entendue dans ce que je dis, c'est très important. Oui, c'est très important, mais je pense que déjà là, tu as fait passer le message. On arrive déjà au terme de cette émission, Amaya. Tu as une chaîne YouTube. Oui, qui s'appelle Des clés pour l'éveil des consciences. Voilà, si vous, auditeurs, vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur ce que propose et ce que dit Amaya, je vous invite à aller regarder cette magnifique chaîne YouTube. Tu as également un site internet. Oui, on me trouve sur Google en tapant Amaya Martré ou sur d'autres moteurs de recherche. Amaya Martré, le site, il apparaît, oui. Et tu es également auteur, L'inconscient et l'éveil. L'inconscient et l'éveil. Donc, Amaya, tu es thérapeute holistique, tu es maître Reiki, tu consultes en présentiel et en distanciel également. Oui. Ta palette de soins, d'accompagnement qui est... Alors, j'ai plusieurs outils pour accompagner, mais je fais un accompagnement particulier aussi, donc pour les enfants maltraités ou les personnes qui ont vécu une maltraitance, aussi pour les personnes qui ont affaire à la perversion narcissique. Je me suis beaucoup intéressée au sujet, j'ai vécu beaucoup de choses par rapport à ça. Après, j'ai divers outils. Alors, j'utilise l'EFT, entre autres, ou le TEP, qui est la thérapie énergétique psychocorporelle. Mais aussi, je me sers beaucoup de ce que j'appelle de mon intuition, en fait. C'est-à-dire que j'arrive à voir l'inconscient de la personne qui vient me voir et voir justement des choses qui ne sont pas spécialement révélées. Et c'est comme si moi, j'avais des flashs pour voir qu'est-ce qui a été justement... blessé dans la personne et pouvoir justement aller plus vite et aller plus directement, non pas pour éponger les émotions, mais aller directement à la racine le plus possible de la souffrance pour la libérer plus vite, en fait. Voilà, ça permet de gagner du temps. C'est-à-dire que tout le parcours que j'ai fait, personnel, me permet de faire gagner du temps aux personnes qui viennent me consulter. C'est un petit peu la présentation de ta palette. Bon, tu proposes également plein d'autres choses, mais j'invite chacun d'entre vous à aller consulter le site internet d'Amaya, d'aller sur sa chaîne YouTube. Un grand merci à toi, Amaya, d'avoir présenté un petit peu, d'avoir proposé, d'avoir partagé ton regard et ton expérience par rapport à un sujet aussi difficile que la maltraitance. Il est tellement varié qu'il est compliqué de le compacter dans quelques minutes, on pourrait y passer beaucoup plus de temps. L'idée, c'était déjà de pouvoir aborder le sujet et de le présenter avec tes mots, avec ton ressenti, avec l'importance qu'il a. Un grand merci encore une fois à toi de ta présence. Merci aussi à toi, Daniel, de m'avoir invité, et merci aussi à tous les auditeurs qui, j'espère, j'aurais pu toucher au fond de leur cœur. Je n'en doute pas. C'était Daniel en compagnie d'Amaya. Je vous souhaite à tous du soleil dans votre cœur et des sourires dans votre tête. À très vite.